Solène Marchand se tient immobile devant la grande table du château de Montreuil. Une chaise vide la fixe comme un reproche. 3 années se sont écoulées depuis qu'elle a franchi cette porte pour la dernière fois. 3 années pendant lesquelles le duc Théophile de Montreuil a ordonné que cette place reste dressée. Chaque soir, sans exception, les domestiques murmurent qu'il a perdu la raison. Les nobles invités détournent les yeux avec gêne. Mais ce soir, sous une pluie battante de printemps, Solène est revenue. Elle tremble. Ses vêtements sont trempés. Dans sa poche, elle serre les preuves qui pourraient sauver l'honneur du duc, ou la condamner définitivement. Théophile se lève lentement. Ses doigts se referment sur le dossier de cette chaise fantôme. Leurs regards se croisent à travers la salle silencieuse. Personne ne respire. La brume automnale enveloppait les tourelles du château de Montreuil lorsque Solène Marchand franchit pour la première fois le portail de pierre. Elle avait 33 ans. Son visage portait cette beauté discrète que seules les femmes qui ont connu la douleur possèdent. Veuve depuis 4 ans, elle avait accepté ce poste de gouvernante par nécessité, mais aussi par goût pour la discrétion. Les grandes maisons offraient un refuge aux femmes comme elle, celles qui préféraient l'ombre à la lumière. Le majordome la conduisit à travers des couloirs aux boiseries sombres. Tout ici respirait l'ordre rigide. Les portraits des ancêtres semblaient surveiller chaque pas. Les domestiques se déplaçaient sans bruit. Le silence avait un poids presque physique. Solène comprit immédiatement qu'elle entrait dans un monde régi par des règles invisibles mais inflexibles. Le duc Théophile de Montreuil l'attendait dans son bureau. Il se tenait debout près de la fenêtre. Grand, la quarantaine austère, des cheveux gris aux tempes, un visage aux traits ciselés par l'habitude du commandement. Veuf lui aussi, depuis 7 ans, on disait qu'il n'avait jamais souri depuis la mort de sa femme. Solène ne savait pas si c'était vrai. Mais en le voyant, elle le crut. « Madame Marchand », sa voix était grave, mesurée. « Vous connaissez vos attributions. Oui, monsieur le duc, vous superviserez la gestion quotidienne du château. Les comptes domestiques. L'organisation des réceptions. » Il marqua une pause. « Je n'apprécie pas le désordre. Je l'ai compris, monsieur. » Il la regarda enfin, vraiment. Solène soutint son regard sans baisser les yeux. Ce n'était pas de l'insolence. C'était simplement qu'elle avait depuis longtemps cessé de craindre le jugement des hommes. La vie lui avait déjà pris ce qu'elle avait de plus précieux. Que pouvait-elle perdre de plus? Théophile fronça légèrement les sourcils. Les femmes d'ordinaire détournaient le regard, par respect, par habitude sociale. Celle-ci ne le faisait pas. Ce n'était pas un défi. C'était une égalité tranquille. Cela le troubla. Les premiers jours s'écoulèrent dans une routine méthodique. Solène découvrit que le château fonctionnait comme une horloge. Chaque geste avait son heure, chaque pièce sa fonction. Les repas étaient servis avec une précision militaire. Le duc mangeait seul, toujours à la même place, face à une table trop grande pour un seul homme. Mais Solène possédait un autre talent, un talent qui avait fait sa réputation discrète dans les cercles cultivés de Paris. Elle était miniaturiste. Elle restaurait les portraits anciens, les petites peintures sur ivoire ou sur émail que les familles nobles conservaient comme des reliques. Le duc possédait une collection importante, héritée de plusieurs générations. Certaines pièces étaient abîmées. Solène avait été engagée aussi pour cela. C'est lors d'une réunion administrative que tout bascula. Le régisseur du domaine présentait les comptes des fermiers. Une famille allait être expulsée pour retard de paiement. Le duc approuvait d'un hochement de tête distrait. Solène, présente pour prendre note des décisions domestiques, leva soudain les yeux. « Pardonnez-moi, monsieur le duc, le silence est effigia. » Le régisseur la foudroya du regard. On n'interrompait pas une réunion administrative, surtout pas une gouvernante. Théophile tourna lentement la tête vers elle. Oui, cette famille, les Moreau, leur retard est-il dû à une mauvaise récolte ou à une négligence? Le régisseur intervint sèchement. Cela ne concerne pas les affaires domestiques, madame. Mais Théophile leva la main. Répondez à la question. Une mauvaise récolte, monsieur le duc? Les pluies de juillet ont détruit une partie des cultures. Solène reprit la parole. Sa voix était calme, posée. Alors ne serait-il pas plus juste de leur accorder un délai? Une expulsion en automne les condamnerait. Le régisseur ouvrit la bouche. Théophile le fit taire d'un geste. Il observait Solène avec une attention nouvelle. Cette femme osait questionner une décision administrative. Pas par insolence, mais par souci de justice. C'était rare, dangereux même, mais rare. Accordez-leur 3 mois supplémentaires. La décision tomba comme un coup près. Le régisseur s'inclina furiex. Après la réunion, Théophile fit appeler Solène dans son bureau. Vous prenez des risques, madame Marchand. Je ne cherchais pas à vous contredire, monsieur le duc, seulement à vous informer.
Vous pensez que je ne connais pas mes propres terres? Je pense que vous avez beaucoup à gérer. Et que parfois les détails humains se perdent dans les chiffres. Il la fixa longuement. Puis, contre toute attente, un léger sourire effleura ses lèvres. Un sourire si fugace qu'elle douta de l'avoir vu. Vous êtes direct. Je suis honnête. Ce n'est pas toujours la même chose. Pour moi, si. Ce soir-là, Solène commença à restaurer les miniatures dans la bibliothèque. C'était une pièce immense. Des rayonnages montaient jusqu'au plafond. Une cheminée de marbre réchauffait l'espace. Elle installa son matériel sur une table près de la fenêtre. Prit délicatement la première miniature. Un portrait de femme. Les yeux étaient abîmés. Le vernis avait jauni. Elle ne remarqua pas que Théophile était entré. I'll resta un moment à elle observer. La manière dont elle tenait le pinceau. La concentration sur son visage. La douceur de ses gestes. Quelque chose en lui se desserra. Imperceptiblement. C'était ma grand-mère. Solène sursauta légèrement. Elle était belle. On dit que j'ai hérité de son caractère. Il s'approcha. Têtu, inflexible. Les portraits ne mentent jamais. Vous croyez cela? Je crois que les visages gardent la trace de ce que nous avons été, même après la mort. I'll rest silencieux. Puis d'une voix plus basse. Alors que voyez-vous dans le mien? Solène leva les yeux vers lui. La lumière de la lampe sculptait son visage. Elle vit la fatigue, la solitude, le poids d'un nom trop lourd à porter seul. Je vois un homme qui attend quelque chose. Sans savoir quoi, Théophile ne répondit pas, mais quelque chose passa dans son regard. Quelque chose qu'il n'avait pas montré depuis des années. Une faille. Infime, mais réelle. Il sortit sans un mot. Solène reprit son travail, mais ses mains tremblaient légèrement. Les semaines suivantes installèrent une routine nouvelle. Chaque soir après le dîner, Théophile venait dans la bibliothèque, officiellement pour consulter des documents, en réalité pour la regarder travailler. Ils parlaient peu, mais les silences entre eux n'étaient pas vides. Ils étaient pleins de questions non posées, de pensées retenues. Un soir, Solène restaurait un portrait d'enfant, un petit garçon aux boucles blondes. Elle fronça les sourcils. « Qui est-ce » Théophile s'approcha. Son visage se ferma. « Mon fils. » Solène Essifigia. Elle ne savait pas qu'il avait eu un enfant. Il est mort à 3 ans, 6 mois après ma femme. Sa voix était blanche, fièvre scarlatine. Je suis désolé. Tout le monde est désolé. Cela ne change rien. Il allait partir. Solène posa doucement le pinceau. Monsieur le duc. Il s'arrêta. La douleur ne disparaît jamais, mais elle peut devenir supportable si on accepte de ne pas la porter seule. Théophile se retourna lentement. Vous parlez d'expérience. Oui, votre mari, mon mari, et notre fille, morte à la naissance. Le silence qui suivit fut différent, plus profond, plus vrai. 2 solitudes venaient de se reconnaître. Théophile revint vers la table, s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Pour la première fois, il n'était pas le duc. Il était un homme brisé qui acceptait de montrer ses fêlures. Comment faites-vous pour continuer? Je cherche la beauté, dans les petites choses. Un visage restauré, une lumière sur un mur, un mot juste. Cela suffit? Non, mais c'est mieux que l'oubli. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. La nuit tombait, les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs. Solène reprit son travail. Théophile la regardait. Il réalisa qu'il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Cette paix fragile, cette présence qui n'exigeait rien. Les jours suivants, leurs conversations devinrent plus longues, plus intimes. Ils parlaient de tout, de philosophie, de politique, de l'absurdité des conventions sociales. Théophile découvrait que Solène possédait une intelligence vive, une culture étendue. Elle avait lu Rousseau, Voltaire. Elle avait des opinions tranchées sur la justice sociale, sur le rôle des femmes, sur la responsabilité des puissants. Vous êtes dangereuse, Madame Marchand. Pourquoi? Parce que vous pensez. Les femmes qui pensent sont toujours dangereuses. Pour qui? Pour les hommes qui préfèrent qu'elles se taisent. Solène sourit. Alors vous devez être terrifié. Il rit, un vrai rire, bref, mais réel. Les domestiques qui passaient dans le couloir s'arrêtèrent net. Le duc venait de rire. Pour la première fois depuis 7 ans, un soir, un dîner diplomatique fut organisé. Des notables de la région, un représentant du préfet et le marquis de Ségur. Un homme élégant, la cinquantaine séduisante, des manières parfaites. Mais quelque chose dans son sourire mettait Solène mal à l'aise. Elle servait le thé au salon lorsque Ségur s'approcha d'elle. « Vous êtes la nouvelle gouvernante, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le marquis. On dit que vous êtes également artiste. Je restaure des miniatures. »« Fascinant. » Son regard la détaillait avec une insistance déplaisante. Le duc a toujours eu du goût pour les choses rares. Solène ne répondit pas. Elle s'éloigna, mais elle sentit son regard peser sur elle tout le reste de la soirée.
Plus tard, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, elle entendit des voix dans le couloir. Ségur et un autre homme. Elle ne voulait pas écouter, mais les mots parvinrent jusqu'à elle. Les contes de l'Ancien Intendant, si quelqu'un les examine de près, personne ne les examinera. Montreuil est trop fier pour admettre qu'il a été trompé, et s'il découvre, alors nous utiliserons la gouvernante, une femme trop proche du duc. Trop influent, on dira qu'elle manipule les chiffres, ou qu'elle le manipule, lui, Solin esi Figia, Sansang esi Glocka. Le lendemain, elle demanda discrètement l'autorisation de consulter les anciens registres. Pour vérifier des achats domestiques, prétendit-elle, le majordome lui donna accès aux archives. Elle passa des heures à éplucher les comptes, et elle trouva des irrégularités, des sommes détournées, des fausses factures. L'ancien intendant avait volé le domaine pendant des années, et quelqu'un avait maquillé les traces. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les rouages administratifs. Ségur. Solène comprit tout. Ségur préparait une accusation publique. Il allait révéler les détournements, accuser le duc de négligence, ou pire de complicité, ruiner sa réputation, peut-être même le poursuivre en justice. Et si elle, Solène, tentait de le défendre, elle serait utilisée comme preuve de manipulation féminine. Elle était piégée. Si elle parlait, elle le compromettait. Si elle se taisait, il serait détruit. Il n'y avait qu'une solution, partir. Le dernier soir, Solène descendit à la bibliothèque. Théophile était là. Il lisait près de la cheminée. Il leva les yeux en la voyant entrer. « Vous travaillez tard, je voulais terminer une pièce. » Elle s'assit à sa table, prit la miniature qu'elle restaurait depuis des semaines, un portrait de jeune femme. Les yeux étaient enfin réparés, mais il manquait encore quelques touches. Elle ne les donnerait jamais. Théophile s'approcha, se tint derrière elle, si près qu'elle sentit la chaleur de son corps. Solène, c'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle ferma les yeux. « Oui, Jay. » Il s'interrompit, chercha ses mots. « Je ne sais pas comment vous remercier. » « Me remercier de quoi ? D'avoir ramené la vie dans cette maison. » Elle se leva, se retourna. Ils étaient si proches, quelques centimètres à peine. Elle voyait les reflets dorés dans ses yeux gris, la tension dans sa mâchoire, la question muette sur ses lèvres. « Théophile. »« I'll tend it la main. » Et Flora S.A. Joe. Un geste d'une douceur infinie. Solène sentit les larmes monter. Elle aurait voulu rester, accepter ce qui se dessinait entre eux. Mais elle savait que sa présence le condamnerait. « Je dois vous dire quelque chose. » Alors dites-le, mais elle ne put pas. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Si elle parlait, elle lui donnerait un choix impossible. Se battre et risquer de tout perdre, ou la laisser partir. Elle ne voulait pas qu'il choisisse. Elle choisirait pour lui. « Bonne nuit, monsieur le duc. » Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, monta dans sa chambre, prépara un petit sac, prit le strict nécessaire, laissa une lettre de démission formelle sur son bureau. Aucune explication, aucun adieu. À l'aube, elle franchit le portail du château, sans se retourner. Chaque pas lui arrachait le cœur, mais elle continua. Pour lui, pour ce qu'il représentait, pour l'honneur d'un homme qui méritait mieux que le scandale. Derrière elle, dans la bibliothèque, la miniature inachevée attendait sur la table. Les yeux de la jeune femme semblaient fixer le vide, comme s'il cherchait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Théophile découvrit son absence au petit déjeuner. Le majordome lui tendit la lettre. Il la lut, une fois, 2 fois. Les mots étaient froids, professionnels, raison personnelle, obligation familiale, gratitude pour l'opportunité offered. Rien. Aucune trace de ce qui s'était passé entre eux. Aucun signe de ce qui avait failli naître. Il froissa la lettre, monta à sa chambre. La pièce était vide, impeccablement rangée, comme si elle n'avait jamais existé. Il redescendit à la bibliothèque, vit la miniature inachevée, comprit qu'elle ne reviendrait pas la terminer. La colère monta, froide, silencieuse. Comment osait-elle partir ainsi, sans explication, sans lui laisser la possibilité de comprendre? Il fit appeler le majordome, préparer sa chambre pour une nouvelle gouvernante. « Bien, monsieur le duc, et ce soir, il marqua une pause. Ce soir, vous mettrez son couvert à table. » Le majordome cligna des yeux. « Pardon, monsieur ? Vous avez bien entendu. Sa place, comme si elle était encore là. Mais monsieur le duc, exécuté. » Le soir même, la table fut dressée. Une assiette, un verre, des couverts, une chaise vide face au duc. Les domestiques échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa questionner. Le lendemain, même ordre. Et le surlendemain, et tous les jours suivants. Les semaines passèrent. L'automne céda la place à l'hiver. La neige recouvrit le domaine.
La chaise était toujours là, impeccablement dressée. Chaque soir, sans exception, les domestiques finirent par comprendre. Ce n'était pas de la folie, c'était de l'attente. Le duc attendait. Attendait qu'elle revienne, attendait qu'elle explique, attendait qu'elle lui donne une raison valable d'avoir brisé quelque chose qu'il n'avait même pas eu le temps de nommer. Les premiers invités furent déconcertés. Un jeune couple de la noblesse locale dîna au château. Ils fixèrent la chaise vide avec gêne, n'osèrent pas poser de questions. Mais les rumeurs commencèrent à circuler. Le duc de Montreuil a perdu la raison. Il dresse le couvert d'une morte, non d'une femme qui l'a quitté. Une gouvernante, paraît-il, scandaleux. Les mois devinrent une année, puis 2, puis 3. La chaise restait, symbole têtu d'une fidélité incompréhensible. Certains y voyaient de l'orgueil, d'autres de la folie. Quelques-uns plus rares y devinaient de l'amour. Des familles nobles tentèrent de lui présenter des partis avantageux, des veuves élégantes, des jeunes femmes bien dotées. Théophile refusait poliment, sans explication. Un soir, un diplomate osa enfin poser la question. « Monsieur le duc, pardonnez mon audace, mais cette chaise… » Théophile leva les yeux, son regard était d'acier. « Elle reviendra, en êtes-vous certain ?»« Oui. » Mais sa voix cette fois trahissait le doute. 3 ans, 3 années sans un mot, sans un signe. Peut-être s'était-il trompé, peut-être ne reviendrait-elle jamais. Pourtant chaque soir, il ordonnait que la place soit mise. C'était devenu plus qu'une habitude. C'était devenu une prière silencieuse, un refus de renoncer. Une manière de dire à l'univers « je n'oublie pas ». Pendant ces 3 années, Solène vivait dans une petite ville portuaire, loin de tout, loin de lui. Elle avait trouvé du travail chez un marchand d'art, restaurait des pièces anciennes, gagnait modestement sa vie, vivait dans une chambre sous les toits, seule. Mais elle n'avait pas oublié. Chaque jour, elle pensait à lui, à ce qu'elle avait laissé derrière elle, à ce qui aurait pu être. La nuit, elle rêvait de la bibliothèque, de ses mains effleurant les siennes, de sa voix grave prononçant son prénom, et elle enquêtait, discrètement, pétillamment. Elle avait emporté des copies des registres, cherchait des preuves, des témoins, quelqu'un qui pourrait confirmer les malversations de Ségur, quelqu'un qui accepterait de parler. Elle finit par trouver un imprimeur, l'homme qui avait composé les fausses factures. Il était malade, rongé par la culpabilité. Solène lui rendit visite. Louis parla longuement, lui expliqua ce qui était en jeu. « Je ne veux pas mourir avec ce poids, madame, mais j'ai peur. Ségur est puissant, je sais. Mais un homme innocent risque de payer pour vos erreurs. » L'imprimeur ferma les yeux. « Que voulez-vous que je fasse? Témoigner. Devant notaire. Je vous protégerai. Vous, moi. » Il accepta, signa une déclaration. Solène la conserva précieusement. Maintenant, elle avait une arme. Maintenant, elle pouvait revenir. Mais la peur la paralysait. 3 ans, 3 années d'absence. L'avait-il oublié? S'était-il remarié? La haïssait-il pour l'avoir abandonnée sans explication? Elle passa des semaines à hésiter. Puis un matin, elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas vivre éternellement dans l'exil. Elle ne pouvait pas le laisser ignorant du danger qui le menaçait encore. Elle devait revenir, même si cela signifiait affronter sa colère, même si cela signifiait perdre définitivement ce qu'ils avaient partagé. Elle prit la route, voyagea pendant 2 jours, arriva au château par une nuit de printemps. Il pleuvait, une pluie fine et froide. Ses vêtements étaient trempés, ses mains tremblaient. Elle se tint devant le portail, hésita, puis poussa la grille. Le château était illuminé. Un dîner était en cours. Solène entendit les voix, les rires polis. Elle faillit rebrousser chemin, mais la porte s'ouvrit. Le majordome apparut. Il la reconnut immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Madame Marchand. Bonsoir Henri. Vous êtes revenu, oui. I'll restify an instant. » Puis s'effaça. Entrez. Solène pénétra dans le hall. L'eau ruisselait de ses vêtements. Elle grelottait. Mais elle avança vers la salle à manger. Les voix se turent progressivement. Un à un, les invités tournèrent la tête vers elle. Et elle la vit. Sa chaise, dressée. Impeccable, comme si elle n'était jamais partie. Son cœur s'y brisa. Il avait attendu. Pendant 3 ans, il avait attendu. Théophile s'y leva lentement. Ses mains agrippaient le dossier de la chaise vide. Leurs regards se croisèrent. 3 années de douleur, de colère, de désir contenu. Tout était là, dans ce silence. Un invité murmura quelque chose. Théophile leva la main. « Messieurs, mesdames, la soirée est terminée. » Des protestations timides s'élevèrent. Il les fit taire d'un regard. « Je vous prie de vous retirer, maintenant.
Les invités se levèrent, quittèrent la pièce en silence. Le majordome referma les portes. Solène et Théophile restèrent seuls, face à face, séparés par une table trop grande et par 3 années de silence. Solène, sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas prononcé ce nom depuis des siècles. Théophile. Pourquoi? Un seul mot, mais il contenait tout. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi sans un mot? Pourquoi m'as-tu laissé attendre? Solène avance. Ses jambes tremblaient. Elle se tint de l'autre côté de la table, face à la chaise vide, parce que je devais te protéger. Me protéger de quoi? De Seger. De ses accusations. De moi. I'll contourne la table. S'approcha d'elle. Explique-toi. Elle sortit les documents de sa poche, les posa sur la table. L'ancien intendant volait le domaine. Ségur maquillait les preuves. Il préparait une accusation contre toi. Et si j'étais resté, il m'aurait utilisé comme preuve de manipulation. Théophile saisit les papiers, les parcourut rapidement. Compris. Alors tu es parti pour me sauver. Oui, sans me laisser le choix. Je ne voulais pas que tu aies à choisir. Il leva les yeux vers elle. La colère et la douleur luttaient dans son regard. Tu m'as volé 3 ans. Je sais. Tu m'as laissé croire que tu m'avais abandonné. Je sais. Et tu reviens maintenant, comme si de rien n'était. Non. Sa voix se brisa. Je reviens parce que j'ai enfin les preuves. Parce que je peux enfin te protéger sans partir. Parce que, elle s'interrompit. Les larmes coulaient sur ses joues. Parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour. Le silence retomba. Lord. Insoutenable. Puis Théophile fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il tira la chaise vide, la plaça face à elle, et s'assit. Assieds-toi. Solène obéit, prit place sur la chaise qu'il avait attendue pendant 3 ans. Leurs genoux se touchaient, presque. Maintenant, raconte-moi tout. Elle parla pendant des heures, lui expliqua tout. Les comptes falsifiés, la conversation entendue, sa décision de partir, ses recherches, l'imprimeur, les preuves qu'elle avait rassemblées. Théophile écoutait sans l'interrompre. Son visage restait fermé, mais ses yeux ne la quittaient pas. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, puis il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie tambourinait contre les vitres. Tu aurais dû me faire confiance. Je te faisais confiance, mais je ne faisais pas confiance au monde. C'est la même chose? Non. Solène se leva à son tour, s'approcha de lui. Le monde est cruel. Le monde détruit ce qui est fragile. Je ne voulais pas qu'il te détruise. Il se retourna brusquement. Et tu penses que ton absence ne m'a pas détruit. Chaque soir, je regardais cette chaise. Chaque soir, j'espérais que tu franchirais cette porte. Chaque soir, je me disais que peut-être, demain, tu reviendrais. Sa voix tremblait. Sais-tu ce que c'est d'attendre quelqu'un qui ne revient jamais? Oui. Solène posa sa main sur son bras, parce que moi aussi, j'attendais. J'attendais le moment où je pourrais revenir, où je pourrais te regarder sans te mettre en danger. Théophile ferma les yeux. Tu m'as manqué, chaque jour, chaque nuit. Toi aussi, il ouvrit les yeux, la regarda, vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois, ou comme s'il la retrouvait après une éternité. Ne repars plus jamais, je ne repartirai plus, promets-le, je te le promets. I'll tend it la main, et Flora S.A. Joe, comme il l'avait fait 3 ans plus tôt, mais cette fois, il ne s'arrêta pas. Il glissa ses doigts dans ses cheveux, la tira vers lui. Leurs fronts se touchèrent. Solène, oui, je t'aime, 3 mots, simplis. Dévastateur. Solène sentit les larmes revenir. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Moi aussi. Il l'embrassa. Pas avec passion débridée, mais avec une profondeur qui effaçait 3 années de douleur. Un baiser lent, irrévocable, rédempteur. Leurs lèvres se cherchaient, se reconnaissaient, se promettaient tout ce qui n'avait pas été dit. Quand ils se séparèrent, Solène tremblait. Théophile la serra contre lui. Elle enfouit son visage dans son cou. Respira sun odor. Sentit les battements de son cœur contre le sien. Viens. Il la prit par la main, l'entraîna hors de la salle à manger. Ils traversèrent les couloirs silencieux, montèrent l'escalier, arrivèrent devant sa chambre. Il ouvrit la porte, la fit entrer. La pièce était sobre, masculine, un grand lit, une cheminée, des boiseries sombres. Théophile alluma quelques bougies. La lumière dansait sur les murs. Reste avec moi. Cette nuit, Solène acquiesça. Il l'aida à retirer son manteau trempé. Ses mains étaient douces, respectueuses. Il ne cherchait pas à la brusquer, juste à la réchauffer, à la garder près de lui. Ils s'allongèrent sur le lit. Her heels, just in laces. Théophile caressait ses cheveux. Solène écoutait sa respiration. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, juste présents, just vivants. Je ne te laisserai plus partir.
Je ne veux plus partir, même si le scandale éclate, surtout si le scandale éclate. Il resserra son étreinte. Alors nous affronterons tout, ensemble, ensemble. La nuit s'écoula, douce, réparatrice. Au matin, ils se réveillèrent enlacés. La lumière filtrait à travers les rideaux. Solène ouvrit les yeux. Vit Théophile qui la regardait. « Bonjour, bonjour, tu es vraiment là ?» Oui. Il sourit, un vrai sourire, lumineux. Alors tout recommence. Le lendemain, Solène expliqua en détail le plan de Ségur. La Gazette préparait une publication. L'imprimeur était prêt à témoigner. Mais il fallait agir vite. Théophile convoqua son notaire, demanda une audience semi-publique, pour clarifier les comptes. Pour confronter Ségur, la nouvelle se répandit rapidement. Le retour mystérieux de la gouvernante. L'audience imminent. Les rumeurs enflèrent. Certains disaient que Solène était une aventurière, d'autres qu'elle manipulait le duc, d'autres encore qu'elle était revenue pour le sauver. Ségur, informé, accéléra son plan, fit pression sur la Gazette, prépara ses accusations. Il était confiant. Après tout, qui croirait une gouvernante contre un marquis? La veille de l'audience, Solène retourna à la bibliothèque. La miniature inachevée était toujours là, intacte. Comme figée dans le temps, elle s'assit, prit son pinceau. Iti termina le portrait, les derniers touches. Les reflets dans les yeux, la courbe des lèvres. Quand elle eut fini, elle recula. La jeune femme du portrait semblait sourire, enfin apaisée. Théophile entra, vit la miniature terminée, s'approcha. Elle est belle. Oui, qui est-ce? Solène leva les yeux vers lui. C'est moi, telle que j'aurais voulu être avant de te rencontrer. Et maintenant je suis celle que tu as attendue. Il prit la miniature, l'observa longuement, puis la posa délicatement sur l'étagère, à côté des portraits de ses ancêtres. Tu fais partie de cette maison. Désormais, je sais. Il l'embrassa, doucement, puis la prit par la main. Viens, demain, nous affronterons le monde, mais ce soir, nous sommes seuls. Ils quittèrent la bibliothèque, montèrent dans sa chambre, fermèrent la porte. Le reste de la nuit leur appartint, à eux seuls. Le salon du notaire était bondé, des notables, des représentants de la Gazette, des curieux, et Ségur, élégant, sûr de lui. Il salua Théophile avec une politesse glaciale. « Monsieur le duc, j'espère que nous pourrons clarifier cette affaire rapidement. C'est mon intention. » Solène entra. Les murmures éclatèrent. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient relevés. Son visage calme. Elle s'assit discrètement au fond de la salle. Le notaire ouvrit la séance. Ségur prit la parole, présenta ses accusations avec une éloquence redoutable. Chiffres, dates, incohérences apparentes dans les comptes. Il sous-entendait que le duc avait été négligent, ou pire complice, et cette femme, il désigna Solène d'un geste méprisant, cette gouvernante qui disparaît mystérieusement, puis revient juste avant le scandale. N'est-ce pas étrange? Ne pourrait-elle pas avoir manipulé les documents, ou manipulé le duc lui-même? La salle retint son souffle. Théophile s'y leva, lentement. Son regard balaya l'assemblée, puis se posa sur Ségur. « Monsieur le marquis, vous posez une question intéressante. » Il se tourna vers Solène, marqua vers elle. Tous les yeux le suivirent. Il arriva à sa hauteur, prit le fauteuil sur lequel il était assis, le porta, et le plaça à côté de lui, à la place d'honneur, face à toute l'assemblée. « Madame Marchand, asseyez-vous. » Le silence était absolu. Solène hésita. Théophile insista d'un geste. Elle se leva, s'avança, s'assit sur le fauteuil qu'il venait de lui offrir. Le choc se propagea dans la salle. Ce geste simple mais dévastateur. Le duc venait de lui donner sa place, sa légitimité, son rang symbolique. Devant tous, devant Ségur, le marquis Pallet comprit qu'il venait de perdre. Solène prit la parole, voix calme, posée. Elle expliqua les manipulations, sortit les documents. Appela l'imprimeur. L'homme témoigna, confirma tout. Sous pression, Ségur tenta de se défendre, mais ses arguments s'effondrèrent. Le notaire examina les preuves, découvrit les irrégularités de l'ancien intendant. Disculpa le duc, Ségur s'y leva brusquement, tenta de quitter la salle. Mais Théophile le retint d'une voix froide. Vous partez déjà, monsieur le marquis? J'ai d'autres obligations. Bien sûr, le ton était glacial, mais sachez que votre réputation ne survivra pas à cette journée. Ségur sortit, humilié, vaincu. La salle se vida progressivement. Le notaire félicita discrètement Théophile, puis s'en alla. Ils restèrent seuls, Solène et Théophile,
dans le couloir vide, éclairé par une lampe à gaz tremblante. Solène se mit à trembler. Tout son corps était secoué de spasmes. L'émotion contenue explosait enfin. Théophile la prit dans ses bras. « C'est fini. Oui, tu as été magnifique, j'avais peur, je sais. Moi aussi. » Il prit son visage entre ses mains, plongea son regard dans le sien. « Je t'ai attendu. Pendant 3 ans, chaque soir, chaque nuit. Je sais. Et maintenant que tu es là, je ne te laisserai plus partir. Jamais. Je ne veux plus partir. Alors reste, pour toujours, pour toujours. » Il l'embrassa, profondément, passionnément, comme s'il voulait rattraper 3 années de solitude. Solène répondit avec la même intensité. Leurs lèvres se cherchaient, se trouvaient, se promettaient l'éternité. Quand ils se séparèrent, ils étaient à bout de souffle. Théophile la prit par la main. « Viens, rentrons à la maison. » Oui. Ils sortirent dans la nuit, montèrent dans la calèche. Le trajet jusqu'au château fut silencieux, mais leurs mains restèrent enlacées, comme si rien ne pourrait plus les séparer. Les mois suivants apportèrent une paix nouvelle. La réputation de Théophile fut restaurée. Ségur quitta la région, humilié, ruiné socialement. Certaines portes politiques restèrent fermées pour le duc. Certains alliés se détournèrent. Mais il l'accepta. Il avait gagné quelque chose de plus précieux, la vérité et l'amour. Solène devint officiellement son épouse. La cérémonie fut discrète. Quelques proches, le curé du village, pas de faste, juste l'essentiel. 2 êtres qui se promettaient fidélité. Les commérages se turent progressivement, remplacés par un respect prudent. Solène gérait le domaine avec compétence. Les fermiers l'appréciaient. Les domestiques la respectaient. Elle n'était plus la gouvernante. Elle était la duchesse, mais elle restait elle-même, simple, direct, juste. Un soir de printemps, 6 mois après leur mariage, Théophile organisa un petit dîner. Quelques amis proches, des gens de confiance. La table était dressée. Belle, lumineuse. Mais la chaise n'était plus là, celle qui avait été mise pendant 3 ans. Elle avait été remplacée par une chaise ordinaire, sans symbole, sans poids. Solène était assise naturellement à côté de Théophile, pas comme une invitée, pas comme une absente attendue, mais comme une présence évidente, nécessaire. Théophile posa sa main sur la sienne. Just simple. Évident. Solène sourit. Leurs regards se croisèrent. Tout était dit, tout était réparé. La conversation autour de la table était légère. On parlait de la récolte, des projets pour le domaine, de l'avenir. Solène participait, riait, vivait. Après le dîner, ils sortirent dans le jardin. La nuit était douce. Les étoiles brillaient. Théophile Ellenlacher. Es-tu heureuse? Oui. Vraiment? Vraiment. Il l'embrassa, doucement. Tenderement. Moi aussi. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous les étoiles. 2 solitudes qui avaient trouvé leur port. Des années plus tard, on racontait encore l'histoire dans la région. L'histoire de la chaise qui avait attendu 3 ans. L'histoire du duc qui avait refusé d'oublier. L'histoire de la gouvernante qui était revenue. Certains disaient que c'était de la folie, d'autres de l'orgueil. Mais ceux qui les connaissaient vraiment savaient que c'était de l'amour. Un amour qui n'avait pas besoin de mots. Un amour qui attendait, qui espérait, qui croyait. La chaise n'était pas un symbole d'attente. C'était un symbole de fidélité, de vérité, de reconnaissance. Théophile n'avait pas attendu une femme. Il avait attendu la certitude qu'elle reviendrait. Parce qu'il savait, au fond de lui, il savait qu'elle n'était pas partie par indifférence, mais par amour. Et quand cette vérité était revenue, elle n'avait plus eu besoin de preuves. Elle s'était assise, simplement, et elle était restée. Solène et Théophile vécurent longtemps, eurent des enfants, vieillirent ensemble. Et chaque soir, quand ils se retrouvaient, à table, ils se souriaient, parce qu'ils savaient que l'amour véritable n'est pas celui qui attend dans le silence, mais celui qui choisit de reconnaître. Encore et encore, la chaise avait disparu, mais son souvenir restait, comme un rappel, que parfois, attendre est la plus belle preuve d'amour, et que revenir est la plus grande preuve de courage. Et dans la bibliothèque du château, sur l'étagère, la miniature inachevée puis terminée veillait, témoin silencieux d'un amour qui avait traversé le temps, un amour qui avait su attendre et qui avait su revenir.